P total. Il y a deux. Non, c'est bon. Donc nous avons la pluie totale. C'est une lame qui va se précipiter. On aura une pluie nette qui est dépourvue de toute infiltration ou perte. Donc c'est une pluie qu'on va modéliser à travers une fonction dite de production. Il y a de la pluie, cette pluie nette, c'est elle qui va générer le ruissellement. Il y a toute une philosophie à l'échelle de la littérature. Si vous voulez, nous avons deux appellations. Il y a les hydrologues, il y a les hydrogéologues. Les hydrologues vont s'intéresser aux eaux de surface, les hydrogéologues vont s'intéresser aux eaux souterraines. Pour les hydrologues, la partie de la pluie pour les hydrogéologues, la partie qui s'infiltre, ça s'appelle pluie efficace. Pourquoi? Parce que tout simplement, il contribue à la recharge de la nappe. À la recharge de la nappe phréatique, ou la nappe libre, si vous voulez, la nappe la plus proche à la surface de la Terre. Pour les hydrologues, dans les différents articles, etc., on peut appeler cette pluie efficace, qui est pour les hydrogéologues pluie qui s'infiltre, qui contribue à la recharge, mais pour eux, c'est une pluie qui va contribuer au ruissellement. Donc, c'est juste question de concept. Donc, automatiquement, fonction de production dite de perte, fonction de transfert, une fonction qui est liée à l'amortissement de l'hydrogramme qu'on appelle la récession. La récession. Ou l'amortissement de l'hydrogramme. Fonction de transfert, fonction de production et la récession. Et on peut rajouter même une fonction dite aussi de routage. Comme son nom l'indique, router quelque chose, c'est-à-dire acheminer de l'eau. Quand je dis transfert, ce n'est pas acheminer l'eau de l'amont vers l'aval, du point le plus haut vers le point le plus bas, mais en fait c'est transfert de la pluie en débit. C'est-à-dire passer de l'hydrogramme à l'hydrogramme. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non. Je peux répéter. Bon, en général, un modèle pluie-débit. Un modèle pluie-débit, c'est un modèle utilisé en hydrologie. Soit pour l'aspect gestion, soit pour l'aspect prévision. Pour l'aspect gestion, on va essayer de travailler avec des intervalles de temps plus grands. Par exemple, on va travailler à l'échelle mensuelle, à l'échelle annuelle, à l'échelle interannuelle. Pour le cas de la prévision, on va travailler beaucoup plus avec des pas de temps fins, à savoir le pas de temps horaire, sous-horaire, 30 minutes, 10 minutes, etc. Pour bâtir un modèle pluie-débit, on aura besoin de plusieurs fonctions, à savoir une fonction de production, de transfert, de récession, en plus d'une fonction dite de routage. Qu'est-ce que c'est la fonction de production? C'est une fonction qui est liée aux propriétés du sol. C'est-à-dire une fonction qui met l'accent beaucoup plus sur les pertes, infiltration, etc. Dit aussi de pertes. Une fonction de transfert qui va permettre à la pluie de se transférer en débit. Pour la récession, c'est une fonction qui met l'accent beaucoup plus sur cette partie, c'est-à-dire la récession, la façon d'amortissement de l'hydrogramme dans le temps. Une fonction dite de routage, et ce transfert, tout d'abord, le transfert se fait à l'échelle des versants. Nous avons un bassin versant. Nous avons un bassin versant avec son cours d'eau principale, avec une ramification secondaire. Nous aurons bien sûr nos pluviomètres, ou une station à la fois pluviométrique et hydrométrique. Donc le transfert se fait dans les versants du bassin versant. Par contre, le routage se fait au sein de la vallée. Donc si vous voulez, c'est comme
une sorte de résultat. C'est au sein de la vallée. Router, c'est-à-dire guider, voilà, acheminer. Et bien sûr, cet acheminement va prendre un temps. Donc automatiquement, il sera imputé dans la fonction de routage. Et dans la fonction de routage, dans la fonction de production, de transfert pour la récession, il y a toute une panoplie. Il y a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais on va essayer de faire une fonction de production de perte type SCS, dite SCS, CN, qui va mettre beaucoup plus l'accent sur le comportement du sol, c'est le comportement physique lié aux propriétés du terrain, etc., donc couvert végétal, plus CN élevé, plus j'aurai un ruissellement qui est fort. CN diminue, ça veut dire que je favorise l'infiltration automatiquement comme une sorte de robinet, si vous voulez. Comme une sorte de robinet. Et en fait, ce CN, il varie de façon... Il est inversement proportionnel par rapport au coefficient de stockage. Il y a toute une formule, S plus machin, donc automatiquement, plus CN est élevé, plus S diminue. Et vice versa. Est-ce que c'est clair? Et d'ailleurs, cette méthode marche très bien pour les zones arides semi-arides. Pour les zones arides semi-arides. Pour ce qui est de fonction de transfert, c'est-à-dire transférer la pluie en débit, on va faire appel à une fonction dite hydrogramme de Clark. Pour la récession, nous aurons une méthode à deux paramètres. Il y a le RC, il y a le ratio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fonction de récession, elle va nous dire la contribution du débit de base. Un événement, si vous partez maintenant à l'Orica, il y a un débit. Il y a un débit. Déjà dans le web, il n'y a pas cru, mais il y a un débit X. C'est ce qu'on appelle le débit de base, avant l'événement. C'est un débit qui précède l'événement. Quand j'obtiens, par exemple, quand je récupère mon hydrogramme, j'aurai, par exemple, 4 mètres cubes par seconde. Avant le commencement de l'hydrogramme. En général, pour définir un événement ou un épisode pluvieux, je dois encadrer cet hydrogramme. Et je vais aller chercher la correspondance en termes de pluie. Et pour un hydrogramme, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Pour le point d'arrivée, je dois veiller à ce que le point d'arrivée soit plus ou moins égal au premier point de départ. C'est-à-dire que je reviens à l'état initial. Débit de base. Et ce débit, il sera modélisé bien sûr avec une fonction pour en tenir compte. Tout simplement. C'est ça la philosophie d'un modèle pluie-débit. Maintenant, l'utilité. Pourquoi je vais bâtir un modèle pluie-débit? Donc ça dépend à la question de départ. C'est-à-dire l'objectif de la modélisation. Objectif de la modélisation. L'objectif de la modélisation. Gestion
ou bien prévision. Très bien. Ok. Alors maintenant, pour l'aspect gestion, c'est clair. Pour la prévision, c'est clair. Mais on peut répondre à une question aussi plus importante. Ici au Maroc, vu que l'hydrologie est faible au Maroc, on a faute de données, on a faute de pluviomètres, on n'a pas assez de pluviomètres. Les différentes agences n'équipent pas les différents bassins versants ne sont pas équipés de systèmes d'alerte, sauf quelques-uns, à savoir par exemple l'Orica, Raya et même d'autres secours équipés aussi de SPAC, ce qu'on appelle le SPAC. Système de prévision et d'alerte au cru. Système de prévision et d'alerte au cru. Pour, par exemple, je projette toujours le bassin pilote de l'Orica. Depuis la crue dévastatrice qu'avait connu l'Orica en 1995 en mois d'août, où le débit de pointe, c'est-à-dire ce débit, on avait atteint un débit de 1030 mètres cubes par seconde au bout de 30 minutes. Donc c'était énorme. Il y avait des dégâts matériels humains signés. Donc l'agence a fait coopération avec JICA, avec ce qu'on appelle coopération japonaise, pour l'implantation des systèmes d'alerte qui va donner un bonus à l'échelle du bassin versant, c'est-à-dire en termes de réduction, c'est-à-dire en termes d'évacuation des gens. Avant ce système, on avait besoin de 6 heures pour évacuer les gens. Mais grâce au système d'alerte, on est allé de 6 heures à 30 minutes. C'est une réduction de 5h30. Donc c'est très très important. Ça d'une part. D'autre part, nous avons par exemple le bassin versant de Tensift, avec son réseau principal, etc. Je dessine la porte. Son exutoire à Telmest, etc. Il y a le piémont de l'Atlas, là où il y a les hauts reliefs, là où il y a les sous-bassins versants, Rirayo, les Caïcines, etc. Et nous avons, là vous avez l'Omarbé, et là vous avez une rive, ce qu'on appelle la rive droite. Il y a la rive gauche, la rive droite. Cette rive droite n'est pas jaugée. Il n'y a pas d'information sur les débits. On peut avoir des crues, mais on n'a pas d'enregistrement. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, l'idée c'est d'essayer de transposer, via des méthodes de transposition, Franco-Rodier, etc. Les formules empiriques, rationnelles, machin et tout. Mais on peut même avoir de l'information si on dispose d'un modèle calibré pour un tronçon, par exemple X, qui avoisine le bassin non jaugé. C'est un bassin sujet de traitement. Automatiquement, si j'ai mon modèle calibré, validé et tout, j'ai mes paramètres. J'ai les paramètres du modèle. Et dans les paramètres du modèle, nous avons temps de concentration, nous avons conditions de stockage, nous avons les propriétés physiques du sol, etc. Pour ce terrain, nous disposons de ces informations. Mais on ne dispose pas de données ou d'informations relatives au débit. Donc je peux injecter dans le modèle ces informations de terrain et faire simuler, faire tourner le modèle. Et je vais obtenir un hydrogramme. Et cet hydrogramme va nous renseigner sur le bassin non jaugé. J'ai mes données. Est-ce que vous avez compris la philosophie? Donc j'ai mon modèle X, ici, dans un bassin jaugé. Je l'ai calibré, je l'ai validé et tout. On est tranquille. Mais je n'ai pas de l'information pour un bassin vierge, où il n'y a pas de l'information hydrologique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon modèle calibré
je vais lui injecter des paramètres physiques, géomorphologiques de ce bassin. Et je vais faire tourner le modèle, avoir un hydrogramme. Et cet hydrogramme va servir pour ce bassin non jaugé. Et j'aurai bien évidemment une pointe. Cette pointe va servir à autre chose, pour tout ce qui est analyse fréquentielle, estimation des quantiles, etc. Donc c'est très très important. Donc je peux rajouter ici, il y a gestion, il y a la prévision, il y a même question de bassin versant non jaugé. À travers une méthode qu'on appelle, si j'ai par exemple des échantillons, j'effectue un échantillonnage sur terrain. Ici. Je n'ai pas de l'information entre les points. Pour avoir de l'information entre les points, on fait de l'interpolation. Pour avoir de l'information hors cadre, je fais de l'extrapolation. Mais je dois attendre à ce que l'information sur ce point non échantillonné devra être avec un grand degré de probabilité similaire à celui-ci. C'est ce qu'on appelle la notion de voisinage. C'est-à-dire régionaliser par la notion de voisinage. Régionaliser les paramètres du modèle POIDB pour un bassin versant jaugé, pour l'appliquer, le projeter pour un bassin non jaugé. Donc bassin non jaugé, prévision, gestion. L'objectif général est clair. Mais vous allez me dire, lors de la calibration, je dois avoir P et Q. Ça va servir à quoi ce modèle? Tout simplement, pour un événement X prochain, si j'ai mon modèle calibré, validé sur plusieurs événements, plusieurs épisodes plus vieux, j'aurai ma lame qui va se précipiter. Je vais avoir une lame qui va précipiter. Je vais l'injecter au modèle et je vais attendre à avoir une réponse. Parce que tout simplement l'hydrogramme, c'est une réponse à la pluie. Donc automatiquement, une lame qui chute, qui s'abat, va donner un hydrogramme. Tout simplement. Bien sûr, à l'échelle des agences de bassin hydraulique, on fait quoi? On a une chaîne de traitement. Donc c'est automatique. Les pluviométres sont connectés de façon automatique avec des câbles et tout ce que vous voulez. Donc là où il y a la pluie, on aura une réponse sous forme d'hydrogramme de pluie. Il y a un autre type de modèle, mais tout d'abord, ce modèle POIDB, l'objectif derrière, soit on peut le calibrer pour aspect prévision, ou pour aspect gestion, ou même pour, si on s'intéresse, on va mobiliser quand même des fonctions objectives. On les appelle fonctions objectives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une fonction objective qui va mettre l'accent beaucoup plus lors de la calibration sur la pointe de l'hydrogramme. Je suis hydrologue. Je m'intéresse à la prévision. Ce qui m'intéresse dans l'hydrogramme, c'est la pointe. C'est le dB max. C'est le dB max. Monsieur va s'intéresser au barrage. Donc il va s'intéresser beaucoup plus au volume, à l'intégrale de cet hydrogramme. Donc, si j'arrive, par exemple,
à calibrer ma pointe, c'est-à-dire le simuler par rapport à l'observer, je suis satisfait, tranquille. Pour le monsieur qui va mettre l'accent sur les barrages, il va s'intéresser au volume d'eau. Donc automatiquement, peu importe le calage de la pointe, mais ce qui lui intéresse, c'est le volume. Et dans l'outil, on va vous donner comme résultat le volume simulé par rapport au volume observé, la pointe observée par rapport à celle simulée. Quand je dis observer, c'est la même chose que mesurer sur terre. Et simuler, c'est-à-dire à travers le modèle, sur reproduction. Meilleur modèle, c'est un modèle où on a imputé plusieurs événements. On a calibré, on a validé. Donc, nous sommes arrivés à la phase maintenant de calibration-validation. Calibration-validation. Il y a des techniques pour la validation après calibration du modèle. Il y a une méthode, en général, il y a une méthode qu'on appelle, pour valider, il y a une technique de rééchantillonnage. Rééchantillonnage, ça veut dire quoi? Et nous avons une méthode dite split sample, c'est-à-dire découper en échantillons. Si vous allez travailler avec une série de 1970 à 2000, 30 ans. 30 ans. Donc vous allez découper en premier temps la chronique en deux parties égales. C'est-à-dire une partie va servir à la calibration, au calage du modèle, et une partie va servir à la validation. Comment ça se fait? Tout simplement, une fois le modèle est calibré, sur plusieurs événements, je ne vais pas toucher mes paramètres. Et je vais essayer de voir est-ce que mon modèle sera capable à reproduire la deuxième moitié de l'échantillon, c'est-à-dire la dernière 15 ans, ou pas. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à avoir un résultat parfait, bien calé, etc. D'où la nécessité de passer au test de sensibilité. C'est-à-dire faire une approche multivariée. Une approche qui combine au moins deux modèles. Au moins deux modèles pour valider. Pour être sûr. C'est ça la meilleure philosophie. C'est-à-dire de combiner au moins deux modèles, deux approches pour s'assurer des résultats relevés. Oui. On choisit des événements. Il n'y a pas une règle pour le choix des événements, mais il y a l'ampleur, grandeur d'un événement X par rapport à un événement Y. Quand je dis par exemple cru 1995, il n'y avait pas de crue auparavant plus importante par rapport à 1995. Il y a une, mais qui n'est pas bien marquée dans la littérature. Donc on a besoin de l'historique. Bien sûr, on travaille toujours avec de l'historique. Toujours l'amont du travail, c'est la donnée. Le traitement de la donnée, la collecte de la donnée, le traitement de la donnée et la façon de voir comment on va
travailler 3 questions clés en plus de l'objectif de la modélisation. 4e question qui va chapeauter le travail tout entier. Rééchantillonnage, ça veut dire quoi? Rééchantillonnage, nous avons notre modèle avec les différents épisodes plus vieux, tournés, validés, etc., calibrés, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, je vais soustraire un épisode ou un événement et je vais faire tourner le modèle de nouveau. Je vais regarder, est-ce que mon modèle n'est pas touché par cette soustraction d'événements ou pas. Une fois s'assuré, je vais retrancher un autre événement et faire tourner le modèle jusqu'à ce qu'il y ait stabilité plus ou moins des paramètres. C'est ce qu'on appelle technique de rééchantillonnage. C'est-à-dire, à chaque fois, je retranche ou je rajoute un événement et voir ce qui se passe. C'est ça la philosophie. Est-ce que c'est clair le cadre général? Si ce n'est pas clair, je peux revoir les choses. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le terme d'équifinalité des maximales locaux. C'est très important. Équifinalité, c'est-à-dire, monsieur, équifinalité. Tu l'as oublié. Équifinalité, c'est un jeu de paramètres. 2 personnes, par exemple. Moi, je peux faire un jeu de paramètres, et toi, tu vas faire un autre jeu de paramètres. Mais le résultat est le même. Donc, ce monsieur va prendre quel résultat? Quel jeu de paramètres? C'est celui que tu as mobilisé ou bien le mien? Donc ça, c'est une question basée à la fois sur l'expérience sur terrain, sur la bibliographie, sur beaucoup de choses. Je peux faire, par exemple, je peux donner, par exemple, un CM et un temps de concentration de 30, 1 heure. 30 pour CM, 30%. Je dis que mon terrain, il favorise le ruissellement à 30%. Et un temps de concentration d'1 heure. Le monsieur va mettre, par exemple, au lieu d'1 heure, 2 heures. Avec un CN, un curve number, lié aux propriétés physiques du sol, de l'ordre de 40. Mais toujours le même résultat. En fait, il y a une compensation entre les paramètres. Quand je dis par exemple pour la fonction de production, Cn. Et j'aurai un autre paramètre qu'on appelle dans le modèle l'impervious. Cn, c'est déjà expliqué. L'impervious, ça veut dire quoi? Non, c'est pas porosité. Si vous voulez, c'est une sorte de porosité, mais en général, c'est comme si vous prenez, par exemple, vous avez ça, c'est le substratant, le sol, et ça, ce sont les blocs dans les hautes montagnes. En général, par exemple, nous avons les roches plutoniques, les roches les galets, etc. Dans le Haut-Atlas, par exemple, vous avez des blocs. Et ces blocs, ils vont favoriser davantage le ruissellement. C'est comme si j'accentue l'imperméabilité. Tout simplement. Donc je vais favoriser davantage. Est-ce que c'est clair? J'ai déjà mon terrain imperméable.
je vais rajouter une autre composante imperméable. Fonction de transfert, nous aurons par exemple deux paramètres, le ST et le temps de concentration. Temps de concentration, c'est le temps que met une goutte d'eau provenant de l'amont vers l'aval. De la station amont vers la station exutoire. Pour l'impervieux, comment on peut obtenir l'information? C'est ce qu'on appelle, il y a une phase de travail dans un bureau, il y a un travail de terrain pour valider. Il y a les cartes et tout, il y a le terrain. Vous faites une comparaison. Une comparaison. Il y a l'imagerie satellitaire, il y a beaucoup de choses. En général, ces modèles ont été appliqués dans d'autres contextes. Et nous, on est consommateurs. On essaie de les projeter dans nos contextes. J'avais l'occasion de travailler avec des Français. Ils ne mettent rien dans l'impervious, en général. Et se sont habitués de ne pas toucher l'impervious. Or, dans notre contexte, par exemple le Haut Atlas, on devrait quand même rajouter cette composante. Sinon, quand je tourne mon modèle, j'ai mon hydrogramme observé. Quand j'essaie de faire la simulation, j'aurai il n'y avait pas un décalage. Il n'y avait pas un bon départ de l'hydrogramme. Donc, quand je rajoute par exemple l'impervious, ça rejoint l'observé. Par exemple, pour le Haut Atlas, vous mettez quoi comme valeur? En général, une valeur, les valeurs les plus réalistes, c'est de l'ordre de 5, 10, 15, 20%. Oui, bien sûr. Ça c'est en pourcentage, ça c'est en pourcentage. Pour transfert, c'est-à-dire, on a bien dit que le transfert, c'est-à-dire transférer la pluie en débit. Donc, on travaille dans le domaine temps. À travers les cycles, les systèmes d'information géographique, je peux avoir ces temps de concentration et tout. Chaque bassin versant a un temps de concentration. Et donc le ST, donc TC, c'est l'acheminement de l'amont vers l'aval. C'est le temps de concentration. Le ST, c'est un coefficient de stockage lié aux dépressions présentes à l'échelle d'un bassin versant. Ce stockage, comme une sorte de robinet. Quand vous augmentez le ST, ça veut dire que je dis à mon modèle de retenir de l'eau. Ça veut dire quoi retenir de l'eau en termes de traduction à l'échelle de l'hydrogramme? Ça veut dire j'ai mon hydrogramme observé, j'ai mon hydrogramme simulé. Le simulé, la pointe de l'hydrogramme simulé n'atteint pas celle de l'observé. Automatiquement, qu'est-ce que je dois faire pour le ST? Je l'augmente, je le diminue. Pour rejoindre l'observé. Le ruissellement déjà il va être baissé. Le diminuer. C'est-à-dire, et on va avoir un ruissellement moins important que. on va avoir, si je diminue le ST, j'aurai plus de ruissellement. Si je diminue par rapport À ce cas, je dois faire quoi pour le ST? on va le diminuer. Le diminuer. Donc le diminuer pour rejoindre la pointe de l'observé. Donc comme une sorte de robinet. Mettez-la entre parenthèses. Sorte de robinet. Quand j'augmente le ST, je défavorise le ruissellement. Quand je diminue, je favorise. Ça, c'est de la gestion. Oui, bien sûr. Ça vient avec le jeu de paramètres. Pour la récession, nous avons deux paramètres. Il y a le LC, il y a le ratio. Ce LC en général, 2,04, 0,5, 6, 7, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, on met l'accent beaucoup plus sur la contribution de
base. Quand je mets par exemple 0,7, ça veut dire que le débit de base contribue à 70% au ruissellement, à la traduction de l'hydrogramme, à la résultante. 0,7. Si vous essayez à vous amuser avec le ratio, quand je mets par exemple un ratio de 0,6, au lieu d'avoir un bras de descente qui rejoint l'observé, je vais avoir un bras bien écarté vers le haut. Quand je donne par exemple 0,2, 0,3, je lui dis, essaie de rejoindre parfaitement l'observé. Donc, LC ratio. Le ratio, il joue un rôle plus important dans la reproduction de l'hydrogramme simulé par rapport à celui de l'observé dans sa partie de descente. L'hydrogramme, il y a une montée, il y a pointe, il y a la descente, il y a le volume, bien sûr. Est-ce que c'est clair? Mademoiselle, c'est clair? Non, c'est pas clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Le RC. Automatiquement, le RC, c'est une fonction qui met l'accent beaucoup plus sur la récession, c'est-à-dire l'amortissement de l'hydrogramme. Quand je donne par exemple le RC 0,6. Donc c'est à nous de jouer avec. Oui, bien sûr. C'est en termes, qu'est-ce que vous observez lors de la simulation? Si vous jouez avec RC élevé, soit vous vous écartez de l'observé, soit vous allez avoir un hydrogramme observé calé à celui simulé, au simulé calé à celui observé. Maintenant pour le ratio, il joue sur l'aplatissement du bras de l'hydrogramme, bras vers la terminaison de l'hydrogramme. Un ratio élevé par expérience, je me trouve avec un bras qui fait comme ça, aigu vers le haut. Mais un ratio faible, ça rejoint plus ou moins l'hydrogramme. Automatiquement, LC, c'est un LC réaliste, c'est entre 0,4, 0,5, 6, 7. C'est-à-dire LC plus ratio égale à 1. Donc si je donne par exemple LC 0,7, automatiquement c'est pour ratio 0,3. Mais quand je